Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une petite visite du musée des blindés à Saumur à l'occasion d'une convention de jeux d'histoire, notamment de figurines et jeux de plateau, et où nous sommes présents avec le créateur de la règle au contact que vous découvrirez tout à l'heure. Tous les passionnés d'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale, ont bien entendu parler de Saumur et plus précisément des cadets de Saumur. En juin 1940, du 18 au 20 juin, ces cadets qui étaient, je crois, aux environs de 400 ou 450, aidés par 2000 autres hommes, ont tenu tête tout le long de la Loire, enfin dans le secteur de Saumur bien entendu, ont tenu tête à 2 divisions allemandes avec l'aviation, ce qui représentait à peu près 2500 Français contre 40 000 Allemands. Et ces Français ont donc résisté pendant 2 jours avant d'être bien entendu débordés, notamment par le manque de munitions, alors que le gouvernement français était déjà en train de parler d'armistice. C'était donc un baroud d'honneur qui a coûté la vie à peu près à 250 hommes français et qui a fait des centaines de blessés allemands. Et c'est le général allemand, dont j'ai oublié le nom, de la première division de cavalerie allemande, donc qui a combattu ici, qui a donné ce nom de cadet à ces jeunes hommes, élèves de l'école de cavalerie de Saumur. Je pense qu'il est important de se souvenir de ce fait d'armes, de ce baroud d'honneur, de la part des cadets et de tous ceux qui les ont accompagnés, parce que l'on pense trop souvent, en tout cas à une certaine époque dans l'imagerie populaire française, il était plutôt coutume de penser que l'armée française s'était débandée en 40 et n'avait été aucunement efficace face à l'invasion allemande, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il y a eu, et pas seulement à Saumur, tout un tas de points en France face à l'invasion où les soldats français ont résisté au-delà de leurs capacités, au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et il est important donc de se rappeler de tous ces soldats, de tous ces hommes qui ont combattu avec bravoure avant d'être submergés. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean. Donc nous sommes tous les deux à Saumur pour présenter ta règle au contact qui existe maintenant depuis quelques années, qui a eu beaucoup de succès auprès des joueurs de l'époque moderne. Est-ce que tu peux en quelques mots nous la présenter ? C'est une règle, donc c'est une règle d'escarmouche qui se joue au niveau section. C'est-à-dire niveau section, pour les néophytes, c'est comprendre entre 30 et 50 figurines, qui est dédié au combat moderne. Alors comme il y a beaucoup d'appellations, je vais préciser ce que pour moi veut dire le combat moderne, c'est-à-dire la période 1965, guerre du Vietnam, jusqu'à nos jours et futurs proches. Pourquoi cette période ? Parce que c'est un peu la période où les fusils d'assaut commencent à se généraliser dans les armées, que l'utilisation d'hélicoptères et la coordination plus importante entre tout ce qui est moyen, appui, feu, donc artillerie, aviation d'appui, etc., les blindés, en fait, va se généraliser et ça correspond un peu au type de guerre maintenant qu'on a actuellement. Voilà pour présenter rapidement la règle. D'accord. Et quels sont les grands principes ? Alors les grands principes de cette règle, en fait, c'est une activation. En fait, donc chaque camp va activer ses unités. C'est-à-dire que déjà ce qu'on va appeler le pion de manœuvre, c'est-à-dire l'ensemble que vous allez pouvoir activer et faire bouger, c'est l'équipe. Donc l'équipe, c'est selon le type d'équipe, ça va être de un soldat, par exemple un sniper isolé, à une équipe de combat, 3-4 combattants. Donc voilà. Donc ça, c'est le pion de manœuvre, c'est l'équipe dans ce jeu. Et ensuite, on active en fait de manière aléatoire à l'aide d'une pioche. Donc on a une pioche, on a soit un sac, soit on peut prendre un jeu de cartes avec des couleurs différentes. Et en fonction du pion qu'on tire, c'est un camp ou un autre qui va pouvoir activer une de ces unités.
Mais le joueur qui n'est pas actif, donc qui ne peut pas activer d'unité, lui ne veut pas rester passif, c'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité de réagir avec ses unités. C'est-à-dire que donc par exemple si vous faites déplacer une unité d'un point A à un point B, le joueur adverse en face, s'il a des unités qui n'ont pas encore été activées autour de ce tour de jeu, va pouvoir essayer de réagir et du coup interférer avec la manœuvre du joueur actif. Ça, c'est un des premiers principes. Le deuxième principe, c'est qu'avec cette alternation, avec cette activation alternée, j'introduis un petit peu de hasard avec entre autres des pions de fin de tour qui font qu'en fait, lorsqu'on tire de ces pions dans la pioche, le tour de jeu, la phase d'activation s'arrête. Ce qui fait que finalement, aucun des combattants n'est sûr à 100% de pouvoir activer toutes ses unités dans le tour de jeu. Ce qui veut dire qu'en tant que joueur, on est un petit peu confronté à ce que peut vivre un chef au combat, c'est-à-dire de devoir prendre des décisions, prioriser ses actions. Voilà, donc c'est un petit peu un des éléments fondamentaux, c'est l'activation aléatoire, ce qui fait qu'on ne sait pas. C'est un tempo, en fait, voilà, le combat, c'est un tempo qu'on ne maîtrise pas. Donc l'ennemi peut très bien réagir plus vite que vous, peut très bien agir avant vous, etc. Et en néanmoins, où l'ennemi peut réagir à ce que vous faites. Donc voilà. Oui, c'est ce que j'apprécie justement tout particulièrement dans la règle. C'est-à-dire que on peut établir une certaine stratégie, mais on est toujours, on va dire, on peut être victime, entre guillemets, de ces aléatoires sans qu'ils soient trop présents. Oui. Ça c'est important, ça aussi. Oui, effectivement, j'ai aussi intégré un pion dans la pioche qui permet de déclencher un événement aléatoire. Alors, ça, c'est pareil, c'est comme la fin d'activation, on va dire, avancée, le pion de fin de tour. Moi, j'utilise ça. Maintenant, les joueurs, en fait, sont libres de l'utiliser ou pas. J'ai voulu un peu cette règle un petit peu, pas comme un bac à sable, parce que il y a quand même un cadre. Mais ensuite, les gens, en fait, sont libres d'utiliser. S'ils n'aiment pas le côté, le tour s'arrête avant la fin, et aiment pouvoir tout planifier, ils jouent sans ce pion-là. Le pion d'événement aléatoire, pareil, permet d'intégrer en fait quelques éléments qui vont faire que, par exemple, de manière aléatoire, un bâtiment ou un véhicule va prendre feu parce que, avec les échanges de tirs, ça a mis le feu à un élément de décor. Ça va être finalement un couvert qui va se révéler. On pensait que le couvert était solide, que le mur était solide. En fait, il apparaît que le mur est beaucoup plus friable. Donc, en fait, le couvert est dégradé. Ou au contraire, quelque chose qui avait l'air finalement assez peu sûr comme couvert va être beaucoup plus puissant en termes de couvert. Donc voilà. Ça, c'est des petits ingrédients qui viennent pas. Ça va pas bouleverser le tour du jeu, mais ça va apporter un petit peu de sel également, et changer parfois un petit peu la vision du champ de bataille. Et tout récemment, et elle a déjà aussi beaucoup de succès, tu as sorti donc un autre aspect de cette règle, donc pour le conflit indo-chinois, c'est-à-dire donc les soldats de la boue. Tout à fait. Tout à fait. Donc le titre un petit peu choisi, parce qu'en fait le titre exact, c'est Au contact, soldats de la boue, et en fait ça s'inspire d'un livre qui avait été écrit par je ne me souviens plus qui sur la guerre d'Indochine, qui s'appelait Soldats de la boue, et je trouvais que ça illustrait parfaitement ce conflit. Voilà. L'Indochine, il y a une histoire d'amour. Oui, c'est une grande passion pour ce conflit. Parce que pour moi, c'est un conflit avec une grande aventure humaine des gens qui ont participé des deux camps. Après, sur un plan ludique, sur un plan wargame, c'est un conflit extrêmement intéressant parce qu'en fait, il permet plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette guerre a vu la France déployer de grosses unités régulières contre des petits mouvements de guérilla, puis affronter un mouvement armé qui était aussi gros, voire plus puissant que lui. Lui-même, la France elle-même menait des opérations de contre-guérilla ou de guérilla sur les arrières Viet Minh, voire parachuter des troupes, donc là avec des combats vraiment à peu près à force égale, parce que d'un côté on a des unités très aguerries mais affaiblies par le largage et la dispersion des sauts, et puis en face c'est des unités irrégulières mais qui connaissent parfaitement le terrain. Donc sur le plan ludique, je trouvais ça vraiment très très bien. Et puis voilà, donc et avec toi, on avait travaillé sur le supplément qui était gratuit pour Bolt Action, qui s'appelait Croire et Oser. Et en fait, je ne pouvais pas laisser au contact tout seul. Et voilà, il fallait que je joue à l'Indochine. Et donc voilà, d'où ce supplément. Oui, et j'avoue que les scénarios que tu as établis pour justement les soldats de la boue plongent à la fois dans l'histoire, dans l'historique de ce conflit, et puis en même temps, sur un point de vue ludique, sont extrêmement intéressants à jouer. Rien n'est jamais joué à l'avance. Et je suis comme toi, hein. Moi je suis aussi passionné par l'Indochine, et à chaque fois je m'y plonge complètement, j'ai l'impression d'être là-bas, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai
j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à travailler sur la partie sur tout l'ouvrage, mais c'est vrai que la partie liste d'armées, ben, ça fait des années que je concatène des informations sur les organisations de telle ou telle force, et c'est vrai que l'Indochine c'est pareil, elle permet vraiment une grande diversité d'unités d'un côté comme de l'autre. Alors quelquefois il y a quelques artifices un petit peu hein, comme des règles dédiées à telle ou telle armée, ça permet un petit peu de modéliser un peu le sel qu'avait telle ou telle unité, la Légion, la coloniale, les parachutistes. Voilà, après c'est dans l'absolu, ça marque l'origine de ces troupes-là marquait pas forcément une profonde différence au combat, mais c'est quand même intéressant en tant que joueur de retrouver un petit peu ce petit sel entre les unités. Et pareil, les différents scénarios, j'essaie un petit peu de m'inspirer de certains épisodes de la guerre d'Indochine, permettre aux joueurs de goûter un petit peu à tout, pouvoir jouer un petit peu de tout. Et après, l'idée, c'est aussi ces scénarios, ils sont là pour les joueurs, ils peuvent se les approprier, s'en inspirer pour eux-mêmes, les adapter, faire autre chose, etc. Et puis dernière chose, pour reparler de haut contact en général, ce que j'apprécie particulièrement dans cette règle, c'est que je trouve qu'elle fait la part belle à l'armée française. Et ça c'est pareil pour moi, je sais aussi pour toi. C'est aussi un point très très important parce que les Français ne sont pas forcément présents dans d'autres règles et rarement mis aussi à l'honneur. Mmh. Oui, c'est vrai. Là aussi, en fait, c'est pareil. Je me suis mis à créer la règle au contact parce que je ne trouvais pas la de règle moderne qui me convenait. C'est-à-dire que j'avais un petit peu à chaque fois, j'ai testé tout un tas de règles, tout anglo-saxonnes quasiment, à l'exception d'une règle qui s'appelle OPEX, dont le créateur est décédé désormais. Voilà, mais je ne trouvais pas la règle qui me plaisait, et c'est vrai que dans toutes ces règles-là, l'armée française était soit généralisée au sein, par exemple, je vais prendre Skirmish Sanguine, c'était généralisé au sein des forces de l'ISAF, ou alors c'était carrément, voilà, ça n'apparaissait pas. Donc moi, pour reprendre Papy fait de la Résistance, je suis français, c'est un jeu français, monsieur, avec des armées françaises. Non, mais j'avais à cœur aussi voilà, que les armées françaises soient présentes, soient représentées. L'avantage, c'est que, étant dans l'armée depuis maintenant quelques décennies, je prétends avoir une petite connaissance de l'organisation, de la manière de faire des armées françaises en opération, ce qui m'a permis aussi, voilà, de proposer en fait une liste d'armées françaises qui correspond quand même, qui est assez proche de ce qui se fait en réalité, voilà. Et donc oui, c'est important que la France soit mise en avant, parce que les Anglais ne se gênent pas pour mettre en avant l'armée britannique dans leur jeu, leur wargame. Les Américains font de même, donc on va faire comme eux aussi, quoi. Voilà. Voilà, tu as tout à fait raison. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Il ne nous reste plus maintenant qu'à justement rejoindre notre terrain de jeu. Tout à fait. Et puis en profiter, quoi. Tout à fait. On va bien en profiter dans ce cadre qui est vraiment magnifique. Ouais. C'est ma première participation à Saumur. Les fois précédentes, je n'avais pas pu me libérer. Voilà, cette année, j'ai vraiment fait le forcing au niveau du boulot pour pouvoir être libre durant ce week-end, et j'apprécie vraiment. Et voilà, ce cadre est magnifique. Je remercie l'organisation, Xavier, qui a vraiment fait un super boulot. Voilà, et c'est un événement vraiment unique. Je trouve, voilà, faut vraiment y venir parce que le cadre et l'ambiance est vraiment chaleureuse. Donc voilà. Oui, c'est tout à fait exceptionnel.